Bienvenue aux rencontres phares, phare pour Forum associatif en rhumatologie. Donc nous avons intitulé ces rencontres phares 2021 de l'impatient à l'e-patient, l'éducation thérapeutique à l'heure du virtuel. Donc je suis Sandrine Rollo, secrétaire générale de l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc j'ai le plaisir d'animer ce troisième module des rencontres phares avec le docteur Laurent Grange, qui est rhumatologue au CHU de Grenoble. Donc je voulais remercier les malades, les aidants, les représentants des associations de malades et tous les professionnels de santé qui sont avec nous cet après-midi. La 10e édition de ces rencontres phares était elle aussi mise à l'heure du virtuel, puisque nous sommes, nous communiquons par écran interposé. Alors avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que les 2 premiers modules sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Vous tapez dans la barre de recherche YouTube Rencontres phares et vous trouverez ces modules. Alors le premier c'est intitulé l'ETP à l'heure du virtuel et le second, le patient plongé dans le virtuel. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Nous ferons une pause entre 17h et 17h10 et vous avez la possibilité d'échanger ou de poser vos questions via le chat. Alors je vais laisser le docteur Laurent Grange présenter le programme de cet après-midi. Bonjour à tous et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce troisième module. En effet, nous allons parler du monde virtuel et comment le monde virtuel, nous soignants, on a dû s'adapter et intégrer plus ou moins rapidement le monde virtuel. Dans les programmes de TP, beaucoup se sont arrêtés, d'autres ont basculé dans le monde virtuel ou dans de la IETP. Et il nous a paru intéressant de faire un focus donc sur ce monde virtuel, quel est l'impact sur le système de santé. Et donc, on va avoir un certain nombre d'intervenants. Alors, dans votre programme, la première intervenante est le professeur Laurence Devilliers, qui devait venir ce soir pour nous parler du tout numérique dans la santé. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, elle n'est toujours pas connectée. Donc, je pense qu'on va directement passer, sauf si en régie, on m'annonce qu'elle vient de se connecter. Donc, je pense qu'elle n'est pas connectée. Sandrine. Ouais. Donc, on va, dans la première partie de ce troisième module, vous parler de la e-santé et surtout de la IETP, de l'ETP virtuel. Alors, moi, mon rôle qu'on m'a attribué, c'est de dérouler les arguments contre la IETP. Et donc, moi, je suis rhumatologue, effectivement, au CHU de Grenoble-Alpes. Et j'ai le plaisir d'avoir invité ma collègue, le docteur Sylvie Fabre, qui est rhumatologue à Montpellier, un peu plus dans le sud, au soleil, et qui a une expérience forte en IETP, comme elle va nous le démontrer, elle va nous le montrer, puisqu'elle développe et anime un programme mixte IETP-ETP présentiel depuis des années. Donc, comme Madame Devilliers n'est pas là, je vais rentrer directement dans le vif du vous démontrer, même si vous verrez qu'à la fin, au final, moi la IETP j'y crois, mais on va essayer de dérouler les arguments contre la IETP. Diapositive. Ah, en régie, ils se sont endormis, j'ai trop parlé peut-être. Est-ce qu'on peut passer ma diapositive s'il vous plaît? Donc voici mes liens d'intérêt, diapositive. Ah, voilà. Donc, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, il me paraît important de définir ce que c'est que le IETP, ou e-health en anglais, qui désigne l'ensemble des aspects numériques relatifs de près ou de loin à la santé. L'OMS a défini la e-santé comme les services du numérique au service du bien-être de la personne, c'est-à-dire comme l'application des technologies de l'information et de la communication au domaine de la santé.
Alors on parle de e-santé, de santé 2.0, 3.0, comme vous le souhaitez. Ça se définit comme l'utilisation d'outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques médicales et médico-sociales. Vous voyez ce petit diagramme qui définit un peu les différents domaines de la e-santé. Donc il y a la e-santé qui regroupe tout, qui sont les systèmes d'information dans les hôpitaux notamment, les cliniques, les dossiers médicaux informatisés, plus ou moins partagés, plus ou moins présents. Ensuite, on a la robotique qui peut être une partie de la e-santé. La télésanté, c'est le service de santé à distance. On a fait beaucoup de consultations de télémédecine qui fait partie de la télésanté. Il y a la M-santé ou la santé mobile, c'est tous les objets connectés, les textiles intelligents, etc. Et puis, il y a toute la partie télésurveillance. Vous voyez que c'est un champ qui est très vaste, qui regroupe différentes choses. Et l'ETP, l'ETP, c'est en bas et à droite de votre écran. Ça fait partie, donc, cette e-santé, le e-learning, les serious games, la IETP. Et on va essayer de plonger un peu plus dans ce domaine. Diapositive. En fait, les deux, on peut résumer ça aussi par la présence de deux grands domaines de e-santé. Il y a la e-santé qui est réglementée, qui nécessite une sécurisation extrêmement importante, parce que accès potentiel aux données de santé personnelles. Et puis, il y a le domaine non réglementé. Le domaine réglementé, c'est la télémédecine, c'est les télésoins, la télépharmacie, la télédiététique qui va se développer. Et le non réglementé, c'est la e-santé plus commerciale avec la domotique, etc. L'ETP n'est pas directement apparenté selon la loi et soumis aux mêmes règles que la télémédecine, mais s'en rapproche quand même un tout petit peu. Diapositive. Donc, voilà pourquoi je vais vous dire que la e-santé, c'est pas bien et il ne faut pas en faire. Même si, comme vous avez bien compris, je ne suis pas tout à fait totalement d'accord avec ça. Mais on va y aller. Diapositive. Donc, quelles sont les limites de la IETP, donc de l'ETP virtuel? D'abord, ce sont des limites matérielles, des limites de réseau. Là, j'ai pris le réseau Free, mais ça pourrait être le réseau Orange, SFR ou Bouygues. J'ai aucun lien d'intérêt avec eux. Vous voyez qu'en rouge, c'est lorsque la zone est couverte. Et puis, il y a des zones un peu moins rouges, un peu plus vertes ou un peu plus blanches. Notamment dans ma région, lorsqu'il y a des montagnes, c'est plus compliqué. Donc, déjà, couverte par le réseau téléphonique. Donc déjà, pour communiquer, c'est un peu plus difficile. Il peut y avoir des limites financières de précarité. On parle de la fracture numérique en France qui va limiter l'accès aux outils numériques permettant de faire de la IETP. Des limites de confidentialité aussi, quand on communique sur des réseaux qui sont non sécurisés ou pas toujours sécurisés, il peut y avoir des fuites de données de santé. Et puis, il y a l'inconfort avec la technologie va entraîner dans la IETP une baisse de l'efficacité des interventions, un abandon prématuré de l'accompagnement, on va le voir sur d'autres exemples, des pertes de confiance, une perception négative des outils, et ça peut entraîner même des réceptions d'informations erronées ou incomplètes durant les séances d'éducation. Diapositive. Pendant la crise Covid, effectivement, un certain nombre de collègues se sont lancés dans le mode distanciel en ETP et a posteriori, donc il y a eu des études qui ont été faites où on a fait des enquêtes pour savoir ce qu'en pensaient les patients. Eh bien, globalement, dans cette étude, cette enquête sur l'obésité au temps du Covid-19, eh bien, 53% des personnes qui ont bénéficié de cette IETP distancielle et qui bénéficiaient avant de l'ETP classique, présentiel, eh bien 53% de ces personnes préféraient le présentiel parce que ça permettait de limiter l'isolement social. En allant en programme d'ETP, eh bien on rencontre des gens, c'est déjà important. Un manque de maîtrise technique des outils font qu'on n'est pas tout à fait à l'aise. Et 33% des participants préféraient le distanciel, eux. Une grande majorité le présentiel et 33% le distanciel, et 14% ne savaient pas. Malgré tout, 66% des personnes interrogées se disaient à l'aise pour utiliser les outils de communication et 64% des
disposer quand même du matériel nécessaire, d'un espace adéquat à la maison pour ce type d'activité. Diapositive. Une autre étude là on passe dans le domaine de la diabétologie, soit on demandait aux personnes si vous voulez continuer à faire de l'ETP en présentiel ou si vous voulez utiliser une tablette en distanciel, et donc ils ont interrogé les gens qui étaient pour ou contre. Bien grosso modo, un tiers des patients refusent toute approche de la tablette, soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la technologie, ou même ceux qui sont à l'aise. L'exemple d'une personne à l'aise en bas et à gauche, c'est qu'elle travaillait toute la journée sur un ordinateur et que au-delà de sa journée de travail, elle n'avait pas envie de se reconnecter à une tablette pour faire de l'éducation thérapeutique. Donc vous voyez que même si on est à l'aise, on n'est peut-être pas de l'ETP distanciel. Diapositive. Sur une autre étude, alors là c'est pas tout à fait de l'ETP puisque c'est l'utilisation d'outils de connexion, d'objets connectés, d'applications, encore dans le domaine du diabète. Vous voyez que dans cette étude, sur près de à peu près 200 patients, eh bien la moitié, un peu moins de la moitié, 46%, avec une baisse de sensibilisation à ces outils, à ces applications. 10% n'avaient pas de tablette ou smartphone et 33% n'étaient pas intéressés par cette technologie. Donc ça n'intéresse pas toujours tout le monde. Donc ce qui est, à mon avis, peut-être une solution, c'est de proposer de la UTP mais de ne pas l'imposer. Diapositive. Donc quelles sont les limites potentielles de l'IETP? J'ai essayé de les lister à la fois par la revue de la littérature, mais également par, j'ai lu à peu près toutes les leaflets ou les documents qui ont été créés par les différentes ARS suite à la crise Covid pour favoriser l'ETP distanciel. Eh bien, les limites de l'IETP, c'est le problème de relations humaines directes. Il n'y a pas de relations humaines véritablement physiques et directes. Très difficile de gérer des réactions psychologiques à distance. Si une patiente fait une crise de larmes, par exemple, parce que ça arrive dans les programmes, dans les séances d'ETP, ben là on peut la prendre de côté, ou quelqu'un peut discuter avec elle. Là, pendant une séance collective d'IETP, ça devient difficile. S'il n'y a pas de vidéo, si on n'est pas en visio, la communication non verbale ne sera pas possible, et donc ça peut limiter un peu l'intérêt. La confidentialité, parce que lorsqu'on fait de l'ITP dans une petite pièce où il y a le conjoint, les enfants, la grand-mère et la cousine, ben, il y a une perte de confidentialité, peut-être une perte de confiance lors des séances, et tout ne sera peut-être pas dit. Bien sûr, les problèmes techniques, on en a parlé. C'est très time consuming de faire de la IETP, puisque les ARS estiment qu'il faut prévoir environ 30 minutes dédiées à la connexion des patients pour les sensibiliser à la technique. Et donc, ça prend un peu plus de temps. Les conditions de réalisation, c'est fait comment, par qui, quand, les contraintes organisationnelles chez le patient, la taille de l'habitation, est-ce qu'il faut flouter l'arrière-plan pour ne pas voir son environnement, parce que certains patients n'ont pas envie de montrer à tout le monde où ils habitent et quelle est la couleur de leur papier peint. Les disponibilités du patient, puisque il faut quand même se connecter, il faut faire acte de connexion, et peut-être que le patient sera moins disponible et peut-être plus d'absentéisme. On va le voir que c'est vrai, ça peut augmenter l'absentéisme de la IETP. Les compétences. Les soignants ne sont pas sensibilisés et ne sont pas tout à fait aptes à gérer de l'informatique. Et encore dans nos hôpitaux, même si tout est de plus en plus informatique, on a encore des gens qui sont un peu plus réticents. Mais c'est de moins en moins vrai. L'isolement des patients, on va rester chez soi, on ne va pas pouvoir communiquer avec les autres. Donc ça peut être aussi une limitation de la IETP. Les protocoles de connexion ne sont pas toujours simples. Il faut savoir anticiper les problèmes techniques et avoir des procédures en cas de problème technique. Et puis le risque véritablement de la IETP, c'est l'oubli de la pédagogie, de l'interactivité et transformer la séance en une téléconsultation descendante qui, comme on le sait tous, n'est plus de la IETP. Enfin, le financement, la valorisation, c'est pas toujours possible de valoriser de la IETP, même si certaines ARS s'y sont mis. Diapositive.
Alors pour les BEP, donc les bilans partagés à distance, les freins limites, ça peut être un frein, le fait d'être à distance pour l'alliance thérapeutique et l'instauration de relation de confiance. Et pour les séances éducatives, c'est la difficulté de créer véritablement une dynamique de groupe comme on sait très bien le faire en présentiel. En distanciel, c'est un peu plus compliqué. Il peut y avoir un manque de convivialité puisque les patients se retrouvent avant, après, discutent entre eux et ça fait une interaction très intéressante. Parfois, les travaux en sous-groupe, si on n'a pas les bons outils, ça peut être un peu compliqué en IETP. Il peut y avoir également des limites de matériel, on l'a dit, téléphone, tablette, ordinateur, etc. Nécessité de maîtriser les outils à distance, ce qu'on appelle la littératie numérique. Si on ne sait pas faire, il faut déjà se former à l'outil numérique avant de faire de la IETP, chez le soignant ou chez le professionnel, ou chez le patient, pardon. Ça peut être un peu difficile en fonction des handicaps sensoriels, mais il peut y avoir des matériels, des appareils adaptés. L'écran peut inhiber certaines personnes, hein, passer devant une caméra, c'est pas simple et ça peut tout à fait bloquer la communication. Et la concentration, on sait bien que devant un écran, on se fatigue beaucoup plus vite et donc la concentration peut être un peu plus difficile. Diapositive. Voilà deux études, là c'est dans le monde du sida, de l'HIV, sur des études d'un programme d'éducation classique versus une plateforme d'éducation. Et bien vous voyez que près de 50% des patients, dans la première étude à gauche, n'ont pas fait l'ensemble des modules, ce qui montre bien qu'avec le temps, il y a une diminution drastique du nombre de patients qui participent à ces modules. Alors qu'en vrai, même si on a parfois des désistements, ça reste un peu moins vrai. D'ailleurs, sur l'étude de droite, là encore dans le domaine du HIV, vous voyez qu'on a suivi au cours du temps l'utilisation soit de la plateforme, soit d'un groupe de e-learning à moins de fréquentation à 12 ou 18 mois que le groupe en présentiel. Donc là aussi, avec le temps, le présentiel, c'est un peu plus difficile de garder nos troupes derrière l'écran. Diapositive. Ensuite, je vais très rapidement dérouler un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser et quels sont les avantages ou les inconvénients de ces outils. On parlera de MOOC, de MOOC, de e-learning, de CMC, de carnet de suivi, d'appel d'accompagnement. Diapositive. Donc les MOOC. Bon, une association de patients a développé un MOOC dans la polyarthrite rhumatoïde alors est-ce que c'est vraiment de l'ETP? Est-ce que c'est peut-être une pré-étape avant de l'ETP? Est-ce que c'est un véritablement outil d'ETP? Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est le pourcentage de complétion donc de patients qui ont fait les différents modules. Au départ, ils sont 55%, mais très vite, dès le module 6, ils sont à moins de 16%. Donc, il y a véritablement un problème de la complétion et de l'assiduité à ces différents modules. Diapositive. Après, il y a le e-learning. Il y a différents types de e-learning. Le e-learning par distribution, c'est-à-dire qu'on envoie des documents. Ce n'est pas de l'ETP. Hein. Les e-learning par interaction qui peuvent se rapprocher plus de l'ETP. C'est-à-dire qu'il y a des forums, des chats qui permettent d'interréagir un petit peu. Et l'e-learning de collaboration, c'est une interaction entre les apprenants. C'est un soutien collaboratif par les apprenants. Donc tout ceci peut se faire par l'intermédiaire d'Internet, de satellites, de télé, de CD-ROM, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas véritablement de l'ETP au sens strict du terme. Il y a toujours le modèle économique qui va financer cela et ça peut être éventuellement un outil de renforcement ou d'information complémentaire à l'ETP. Diapositive. D'autres outils, le CMC, les Computer Mediated Communication, qui sont des outils de communication médiés par un ordinateur, sont des emails qu'on reçoit ou des forums. Là aussi, ce n'est pas tout à fait de l'ETP, ça peut être un complément, c'est en plus et non à la place de l'ETP. Diapositive. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Donc, le docteur Kierzek va nous en parler beaucoup, des fake news et autres, en quelques minutes. Si vous restez après la pause. Mais là, les réseaux sociaux peuvent être, est-ce que c'est véritablement de l'ETP? Est-ce que c'est un outil d'ETP? Est-ce que les groupes fermés Facebook peuvent faire de l'ETP? Là, on atteint ce qu'on appelle le concept d'auto-servuction, c'est-à-dire que c'est la production de connaissances par soi-même ou au service d'autres. Avec le champ des médias sociaux est très nombreux, hein, c'est plus de, je crois, 4,48 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux et il y a des groupes fermés. Je vous en ai mis un certain nombre. Donc le risque dans ces groupes fermés, c'est qu'il y ait des fake news, des fake made news, que les informations soient fausses
Donc peut-être, si on veut l'intégrer dans le champ de l'ETP, il faudrait que ce soit modéré, peut-être par des patients experts formés à l'ETP, qui pourraient modérer ces groupes fermés, par exemple. Diapositive. Ensuite, il y a les serious games. Là, je vous présente un de nos serious games que nous avons créé, qui est le serious game EduBio, qui est le premier serious game français qui a destiné des patients souffrant de rhumatisme inflammatoire sous biothérapie. Donc, c'est un avatar qui est sous biothérapie. Il lui arrive plein de choses. Il a de la fièvre, l'avatar féminine tombe enceinte, il y a des soins dentaires. Et le patient doit jouer et répondre et faire vivre son avatar en fonction de ces éléments pour gagner en qualité de vie. Donc c'est un jeu sérieux, c'est-à-dire le but de ce jeu sérieux, c'est pas que de jouer, mais aussi d'apprendre, en tenant compte de différentes théories behavioristes, cognitivisme, etc. C'est jouer en apprenant. Donc ce jeu, il y a des risques psychologiques de faire que du jeu vidéo. Je ne pense pas que nos patients fassent que du jeu vidéo. Il peut y avoir une certaine déconnexion de la réalité. Il y a le coût de la réalisation. Ce jeu a coûté un certain nombre d'euros, de centaines de milliers d'euros. Et puis, c'est peut-être pas destiné à tout le monde, mais ça peut être en complément, parce que ce jeu peut être utilisé en groupe, puisqu'on a une option où on peut ouvrir tous les scénarios et travailler en groupe, jouer en groupe à ce jeu sérieux. Ça peut être fait avant, pendant ou après les séances de TP. Diapositive. Et puis, tous les outils, toutes les applications qui sont véritablement de l'ETP, on est tous d'accord. L'application de l'AFA Mickey, par exemple, pour géolocaliser des toilettes pour les patients qui ont une Mickey. Il existe des centaines de milliers, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires, ces applications. Le problème de l'utilisation sur le long terme, le problème du peu d'études d'impact, le problème de leur nombre, de leur fiabilité. Il y a des critères de plus en plus d'applications e-santé, mais ça apporte un certain nombre de problèmes. Et comment les intégrer dans la IETP. Diapositive. Donc, je terminerai peut-être par juste cette démonstration de cette plateforme que vous connaissez. C'est la plateforme Sanoya pour la polyarthrite rhumatoïde, pour les spondylarthrites. Et donc, ils ont regardé l'impact de cette plateforme de e-santé interactive sur un certain nombre de critères, notamment sur les critères, le domaine du copying, du réagir, du faire face, du score RAID dans la polyarthrite rhumatoïde. Mais vous voyez que le fait d'appartenir à ce groupe fermé, à cette plateforme du groupe Sanoya, permettait d'améliorer le réagir, le faire face du score RAID. Et améliorer également la sensation de qualité des soins perçus par le patient et étudiée par l'ENA. Mais vous voyez que là aussi, même problématique, avec le temps, vous voyez que le diagramme à gauche et en bas, vous voyez qu'avec le temps, la fréquentation de la plateforme s'effondre, et donc c'est la problématique de toutes les structures électroniques, c'est comment faire pour que le patient reste avec le temps. Diapositive. Donc voilà, j'ai essayé de dérouler le plus possible toutes les aspects de pour pas réaliser de la IETP, mais bon, je pense quand même que la IETP c'est intéressant et je pense qu'on va laisser la parole tout de suite, sauf si vous avez des questions. Pas de questions pour l'instant. Donc peut-être qu'on va laisser la parole à Sylvie Fabre. Merci pour les applaudissements. Sylvie Fabre, donc notre collègue de Montpellier, qui elle a une grosse expérience de la IETP et qui va pouvoir nous donner envie de faire de la IETP. Puis après on pourra discuter du pour et du contre tous ensemble dans quelques minutes. Sylvie, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour ta présentation. Donc, je vais juste prendre le temps de partager mon écran. Vous m'entendez? Ah. On t'entend, Sylvie, on t'entend. Ouais, ok. Non, c'est parce que tu avais éteint ton micro, ça me faisait un peu bizarre. Ah oui. Alors, je vais mettre mon diaporama. Je m'efface pour mieux t'écouter. En tout cas, merci beaucoup, ça va être très complémentaire. J'en profite pour dire que là, vous voyez, il y a un petit temps, le temps qu'on change, etc. Et ben, en fait, c'est comme ça en IETP, quand on fait des ateliers, ça prend du temps. Le temps de changer, de partager des écrans comme il faut.
Et en fait, quand on est un peu habitué, eh ben, c'est un rythme un peu différent. Et pour parler des changements techniques. Alors, Vasken, c'est très drôle parce que ça marchait très bien tout à l'heure et ça marche plus, partage l'écran. Ah, ça y est. Donc, c'est parce que ça prend juste un peu du temps. Donc, je vais partager mon écran. Et maintenant, alors là, ne soyez pas stressés, c'est Skype qui se met en grand, donc c'est normal qu'on vous voit, mais je vais diminuer et hop. Donc, vous allez me dire, Vasken ou Laurent, est-ce que vous voyez bien ma diapositive? Oui, c'est très bien. Merci. Allez, tu peux y aller. Super. Alors moi, je ne vois pas trop les messages. Donc, si jamais il y a des messages, le plus simple, s'il vous plaît, c'est d'allumer votre micro et de me dire, parce que justement, comme je partage mon écran, j'enlève tous les outils Skype. Donc, je vais vous parler de l'expérience de l'IE. Que pour certaines situations et avec une certaine manière de faire, on peut être pour, ou même moi, tu verras à la fin, je peux être contre aussi. Et on trouvait que le plus intéressant, c'était de vous partager les expériences qu'on a dans notre équipe, dans le déploiement de l'IETP qu'on a commencé vraiment activement depuis 2014 et depuis 2015, c'est officiel parce qu'on fait vraiment des ateliers organisés depuis 2015. Donc moi, je suis rhumatologue à l'Institut mutualiste Beau Soleil de Montpellier. Alors aujourd'hui, il pleut, c'est rigolo. Mais voilà, sinon, en général, en effet, on a une toute nouvelle clinique que je vous ai mis en haut à droite, c'est génial, avec un espace ETP dédié. Et moi, je suis impliquée dans le programme Mieux vivre les rhumatismes inflammatoires chroniques que je coordonne avec Nadine Nadal, qui est représentante de la FPRIC de l'Hérault. Plus récemment, on a un autre programme qui est coordonné par une endocrinologue de notre équipe. Mais évidemment, je suis hyper impliquée, c'est maladies chroniques. Je suis aussi attachée à l'UTEP de Montpellier. Je suis beaucoup impliquée dans l'enseignement de l'ETP et particulièrement de l'IETP maintenant. Voilà. Et donc, je vais vous parler de avant la crise Covid, qu'est-ce qu'on faisait? Pendant la crise Covid, comment on a évolué? Et après la crise, les bilans et les perspectives. Et l'idée de la présentation, c'est de partir de notre expérience pour vous donner envie et voir ce qu'on a fait de ce qu'on appelle l'IETP. Parce qu'en fait, on peut en faire plein de choses. Alors, avant la crise, nous, on a un programme classique, Mieux vivre les rhumatismes, qu'on coordonne avec Nadine Nadal, donc de la FPRIC. On fait, comme ce qui est demandé, un BEP, des ateliers au choix et une synthèse. Et dans nos ateliers, on a 3 à 10 patients. Des fois, on a un peu plus. Quand on a moins, en général, on annule parce que l'objectif de ces ateliers, c'est un atelier par mois. Et il y a aussi des ateliers d'activité physique adaptée qu'on fait depuis très longtemps, de yoga depuis au moins 5 ans, toutes les semaines. Et on est autorisé par l'ARS. Alors, je n'ai pas tout mis, mais voilà, on fait des ateliers qui sont beaucoup sur le partage, échanger sur le vécu. On prend des situations du quotidien. Il y a beaucoup d'activités physiques adaptées. On fait aussi des ateliers très information, mes traitements, les effets secondaires, l'alimentation, les causes et les mécanismes de la maladie. On fait des choses plus orientées aussi sur le droit, l'assistante sociale, droit des patients, rhumatisme et travail. Et on a rajouté des ateliers, ça à la demande des patients et de Nadine, sous l'impulsion de Nadine, sur certains aspects du vécu comme la fatigue, évidemment les vaccins, la douleur. Alors, on a fait une étude quand on a commencé l'IETP. Donc, en 2015, on a comparé les patients qu'on faisait en présentiel. Donc, on avait 46 patients et 18 ateliers classiques et 16 ateliers d'activité physique adaptée yoga. Je vous ai dit entre 3 à 10 patients. Et vraiment, nous, notre manière d'animer les ateliers, c'est surtout l'échange. Donc, il y a en gros la moitié de l'atelier, c'est les gens se présentent, ils parlent de leur vécu, qu'est-ce qu'ils ont comme maladie, pourquoi ils sont là, quelles questions ils se posent, quelles sont leurs difficultés au quotidien. Et l'autre moitié, c'est pour répondre à leurs questions sur la thématique de l'atelier. Donc, s'ils se posent des questions sur le vécu, on va beaucoup parler du vécu. Si c'est un atelier de traitement, on va plus leur demander, aujourd'hui, sur les traitements, c'est quoi vos questions? Mais c'est beaucoup sur parlez-nous de vos peurs, de vos angoisses, vos expériences aussi positives et comment vous avez retrouvé un équilibre. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire en consultation.
Et en 2015, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites. C'est qu'il y a des gens, on suit beaucoup de patients qui sont à distance de Montpellier, des fois qui sont à 3 heures, 4 heures de route. Et donc, eux, ils ne reviennent pas faire des ateliers parce que nous, nos ateliers, ils sont en externe, ils ne sont pas pendant des hospitalisations, ils ne sont pas couplés aux consultations. Et ensuite, il y a des gens qui sont à Montpellier ou même loin, mais qui ne peuvent pas venir parce que, par exemple, ils viennent se faire opérer d'une prothèse de hanche, ils ne peuvent pas se déplacer. Ou alors, c'est des mamans qui ont 4 enfants ou des gens qui travaillent. Donc, on s'est dit, bah, c'est dommage, ces gens-là, on ne les touche pas. On ne touche pas ces gens-là. Et comment leur proposer une participation aux ateliers. Donc, c'était une approche complémentaire pour dépasser certaines limites. Et donc, en 2015, on a fait 42 patients on appelait ça télémédecine, en IETP. On a fait 16 ateliers, donc on a fait 18 ateliers en présentiel et 16 ateliers en distanciel. Et la différence au début, pour commencer, on a fait des groupes moins importants pour gérer la technique. On a commencé avec 4 à 6 patients par atelier. Aujourd'hui, avec l'expérience, on peut faire des ateliers, mais ça demande un petit peu de temps. On a publié cette expérience dans Médecine des maladies métaboliques. Je ne l'avais pas publié au début, et puis quand il y a eu le Covid, on s'est dit c'est dommage de ne pas le publier, donc on l'a publié seulement cette année. Alors, avant la crise, nous, on a choisi le plus simple possible. Comment rendre le programme accessible ? Donc, les actions éducatives, c'était à peu près les mêmes, il fallait les adapter, mais c'était une participation de votre domicile avec une simple connexion Internet pour vous et votre entourage. Voilà comment on le présente aux patients. Et en fait, je fais croire en IETP que je suis blonde et pulpeuse. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Donc ça, au moins, on en rigole un peu. Et donc, on peut animer seul dans son bureau on a un casque adapté. On fait 2 heures. Et nous, au départ, avant le Covid, on utilisait WebEx. Et en équipe, on a décidé de ne pas utiliser la caméra. Pas de caméra. Parce que, comme tu le disais, Laurent, quand on est chez soi, on n'a pas forcément envie de montrer son intérieur. Je trouve qu'on est toujours moche sur les web caméras, là. Et même moi, je n'avais pas forcément envie. Et donc, on a décidé de faire que des partages d'écran et la voix, partage de voix. Et en fait, par la voix, moi, j'ai découvert un monde. Mais par exemple, là, quand je parle, si je suis émue par ce qui se passe, on peut sentir que la gorge se noue. Et quand quelqu'un pleure, on l'entend à sa voix. Quand quelqu'un est ému, on l'entend à sa voix. Quand quelqu'un est hyper excité, hyper content, on l'entend aussi à sa voix. D'accord ? Donc, en fait, c'est la voix, il y a beaucoup plus de choses qui se passent et il y a aussi beaucoup de non-verbal qui se passe par la voix. Mais moi, ça, je l'ai découvert grâce au web atelier. Je ne le supposais pas autant avant. Ils se connectent de leur maison, mais on fait aussi des co-interventions. C'est-à-dire que moi, je peux être blonde pulpeuse à Beau Soleil dans mon bureau et je co-anime avec Nadine Nadal, patiente experte qui habite à 50 km de Montpellier, avec des ateliers qui sont à distance. Donc, on fait beaucoup de co-interventions avec des patients experts ou avec d'autres collègues. Et en fait, voilà, on partage quoi ? D'abord, je vous l'ai dit, on partage la voix et on partage l'écran, les chats, l'écoute et les silences. Et les silences, ça veut dire quelque chose. Quand quelqu'un raconte une histoire personnelle douloureuse avec sa gorge qui se noue, qui nous dit ses difficultés et qu'après il y a un silence, la personne, elle se sent très écoutée. Et donc, en fait, par les silences, le rythme de la voix, en fait, il se passe plein de choses. Et les gens, ils peuvent se connecter avec leur ordinateur, avec leur portable au boulot, comme on le voit ce monsieur. Donc, j'ai un patient, c'est négocier avec son patron. Quand il y a les ateliers qui l'intéressent, il s'enferme dans son bureau et il prend sa pause déjeuner pendant l'atelier, il mange en même temps, il peut participer aux ateliers. Évidemment, ceux qui sont en coworking dans des espaces ouverts, c'est pas possible, mais il y a quand même des gens qui pouvaient jamais participer et qui maintenant peuvent participer. Et il y a des gens qui sont à la maison et il y a aussi des gens avec leur smartphone. Donc moi, j'ai formé des équipes du CHU de Lille, Lyon, Marseille, Montpellier pour des ados. Et en fait, les ados, ils sortent de chez eux et ils se connectent avec leur smartphone pour les AJI, les arthrites juvéniles. Et c'était hyper intéressant. Donc, en fait, à chaque personne, à chaque âge, son outil.
Évidemment, un patient qui a une DMLA, une dégénérescence de la vision, bah, lui, ça ne va pas être l'outil adapté. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant de voir que les outils sont variés et variables selon les personnes et leur profil. Alors, maintenant, je passe à l'évolution pendant la a été développée à fond, boostée par le Covid, on a dépassé les appréhensions de tout le monde. Et en fait, les appréhensions, il y avait des patients, mais beaucoup des animateurs. Tout le monde se met à Zoom ou à Skype. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Laurent, on mettait en 2015, 2016, 2017, 2018 30 minutes à connecter tout le monde. Aujourd'hui, on met 15 minutes. Tout le monde a progressé. Avant, dans l'équipe, on est 11 dans l'équipe. On était 2 à faire du distanciel. Et maintenant, on en fait tous. Et ben oui, ça a demandé un accompagnement, une adaptation. Donc moi, pendant le Covid, j'ai dit à toute l'équipe, ceux qui voulaient, aux animateurs, je dis, écoute, si tu veux continuer tes ateliers, ok. Je les co-anime avec toi. Je m'occupe de la technique. Au début, tu fais que ta partie de compétences du fond de l'atelier. Et moi, je te fais la technique. Et petit à petit, tu vas voir la technique, tu vas la maîtriser. Et maintenant, tout le monde anime les ateliers à distance sans moi. Mais voilà, ça accompagnement. Alors, je vais vous donner un exemple. Parce que Laurent t'a présenté plein de manières de faire de l'IETP. Moi, je fais une manière en particulier et c'est celle qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des ateliers où il y a de la relation humaine directe, où il y a des émotions qui passent, où les gens se sentent écoutés et où on leur ouvre un espace de parole que je n'ai pas le temps de leur donner en consultation, bien que ça m'intéresse. Et donc, ce n'est pas des tablettes à remplir, c'est que de l'échange. C'est que, et c'est beaucoup du temps de parole des patients. Alors, par exemple, le tour de table qu'on faisait quand les gens étaient en présentiel, comment on les fait? On fait un tour de voix. Et en fait, pendant le tour de voix, qu'est-ce qui se passe? On demande aux gens, par exemple sur l'atelier échanger sur les traitements, présentez-vous votre prénom uniquement pour garder la confidentialité, votre âge, votre maladie. Qui est assez loin de Montpellier, Fabienne près de Toulouse, Jeanne Hermine qui habite à Castres, qui est à 4 heures de Montpellier, Nathalie qui est à Perpignan, et je vous en ai enlevé parce que là j'en ai mis que 4, mais on était une dizaine. Les gens racontent en quelques mots pourquoi ils sont suivis, une polyarthrite fibrose pulmonaire, une spondylarthrite, voilà. Et en fait c'est très intime, parce que les gens parlent d'eux. Et ensuite, comme c'est un atelier traitement, on leur demande quel traitement ils prennent et pourquoi ils sont là aujourd'hui. C'est quoi leurs attentes? Vous voyez que par exemple Véronique, elle veut échanger. Elle veut qu'on parle des nouveaux traitements. Fabienne, lieu d'échange, de soutien, être rassurée, parler de mes inquiétudes, parler d'avenir, retrouver l'espoir. Et après, elle a des questions sur la Rava. Jeanne Hermine, ça commence, première attente, le conseil des autres en pratique, comment vous faites? Et puis après, elle a des questions sur le corps tensile, le vaccin. Nathalie, sur les traitements, la gestion de la fatigue, si je bois un apéro, et là on voit qu'on parle du quotidien, qu'est-ce qui se passe avec le métaux? Donc voilà. Et en fait, pendant ce temps-là qui dure 3/4 d'heure, je ne parle pas. Vous pouvez être étonné car je suis très bavarde, je ne parle pas. C'est les gens qui se racontent. De temps en temps, je dis, si vous avez oublié vos attentes, c'est quoi, pourquoi vous êtes là? Et je ne fais que écrire. Donc les gens parlent, il n'y a pas la caméra, mais petit à petit, ils voient s'écrire sur l'écran, dans leur case colorée, ils choisissent la couleur, c'est un petit truc qui est rigolo, et ils voient qu'ils sont écoutés, parce qu'au moment où ils parlent, apparaît le texte des choses qu'ils sont en train de raconter. Et chacun a sa place sur l'écran. Alors ça, c'est super, parce que finalement, ce moment, il est très intime, il est très émouvant. Ça permet de rompre l'isolement géographique, comme on le voit ici, mais aussi psychique. Parce qu'en fait, les gens, ils ne peuvent pas parler de tout ça à leur... ils en ont marre des fois d'en parler à l'entourage, parce qu'à un moment, il est un peu usé. Ils n'ont pas forcément envie d'en parler à leurs amis. Et c'est la première fois qu'ils sont avec des gens qui ont un rhumatisme, qui connaissent, quand on parle de Maptera, de Matotrexate, d'Arava, ils savent de quoi on parle. Et donc, ils se sentent déjà compris, écoutés. Et ce temps-là, c'est un bilan éducatif partagé. Oui, il y a un bilan éducatif individuel, mais là, c'est le partage. Parce que chacun dit qu'est-ce qu'il attend de l'atelier. Donc pour moi, ça fait partie aussi du bilan éducatif. C'est un deuxième temps du bilan éducatif qui est partagé, qui est collectif. Alors, dans cet traitement, je prends des petits exemples mais pour vous montrer comment on adapte.
Donc, il y a une partie sur l'atelier traitement, on veut comprendre la place des traitements, donc on parle de l'inflammation. Donc, on demande aux gens, l'inflammation, ça sert à quoi dans le corps de quelqu'un qui n'est pas malade en général? Et donc là, moi, sur ce schéma, au départ, quand on commence la diapositive, il y a seulement la partie en bleu et en jaune, cette balance dessinée. Et tous les textes que je vous ai rajoutés, ça sert à se défendre l'immunité, à manifester qu'il y a un problème, se défendre, se protéger, réparer, agir, un gyrophare, des soldats qui se réveillent pour combattre l'étranger. Ça, ce sont les mots des patients. Donc pareil, je leur pose une question et c'est eux qui construisent la connaissance collective. Et moi, à la fin, moi, c'est mes petits mots en bas. En fait, ils adorent ça. C'est intéressant quand c'est bien expliqué. Ils arrivent tout de suite à comprendre des mots un peu techniques qu'ils lisent sur Internet ou sur les notices de leurs médicaments. Et bien, en fait, se défendre, je leur parle des cytokines, de l'IL-10, des lymphocytes. Et en fait, ils comprennent petit à petit la place des traitements. Qu'est-ce que c'est un anti-TNF-alpha? Qu'est-ce que c'est un anti-CD20? Parce que c'est parti d'abord de leur connaissance qu'ils ont construit ensemble. Alors, je continue. Alors, dans l'atelier, il y a beaucoup plus de diapositives, mais bon, pas beaucoup plus, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, une fois qu'on a compris, alors il y a aussi une diapositive sur la place de chaque traitement. Et à la fin, il y a une diapositive pour les aider à prendre une décision. Est-ce que je prends le traitement ou pas? Parce qu'évidemment, les patients qui viennent à l'atelier traitement, c'est souvent des gens à qui on a proposé un traitement, ils ont peur, ils ne veulent pas le prendre. Et donc, à la fin de cet atelier, on essaye de comprendre que la vision et le vécu du soignant et du soigné, c'est pas la même et que c'est normal. Et que le docteur, avec sa paire de lunettes, il va dire, bah, dans votre cas, moi, je vous conseille de débuter, par exemple, une biothérapie. Mais le patient, avec sa paire de lunettes, il a peur, comme tous les patients qui sont à l'atelier. Et certains, ils ont eu peur et ils ont passé le cap et aujourd'hui, ils sont traités, ils viennent à l'atelier pour en témoigner. Et en fait, c'est normal qu'on ait une vision différente. On parle de la balance bénéfice-risque, de la vision du docteur avec le Vidal et la vision du patient avec la peur des effets secondaires. Ça les rassure beaucoup parce qu'ils comprennent, en fait, je ne suis pas obligée d'être sur la défensive de ce que me propose le médecin. On a une vision différente et en fait, bah, j'ai mon chemin à faire. Et quand je suis prêt, quand j'ai compris, quand c'est le moment pour moi, je deviens acteur et je décide de débuter le traitement ou pas. Et donc voilà, c'est un peu pour vous montrer comment on anime un peu les choses. Et en fait, le feu vert et le feu rouge, on prend des situations de tous les gens qui sont à l'atelier. On leur dit, bah, par exemple, là, il y a Nathalie qui a peur de la nausée. D'après vous, la nausée, c'est un effet secondaire vert ou rouge? Oh, bah, la nausée, c'est pas grave, c'est réversible, c'est vert. Ah, d'accord. Mais si Nathalie, elle commence le traitement et le week-end d'après, il y a le mariage de sa fille, c'est un effet secondaire vert ou rouge? Ah, bah là, dans le groupe, ils disent, ah, bah non, mais là, c'est orange. Parce que, ok, c'est pas dangereux, c'est pas rouge, mais c'est orange parce que ça va lui gâcher un beau moment de sa vie. Et voilà. Et en fait, on fait plein de mises en situation, ils se rendent compte qu'en fait, bah, oui, ça peut être vert, ça peut être orange, ça peut être rouge, et c'est eux qui décident la couleur parce que ça dépend de leur vie, de ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, c'est un truc très très dynamique. Donc c'est juste pour illustrer qu'en IETP, selon comment on utilise les outils, il peut y avoir beaucoup de relations humaines, beaucoup d'interactivité et beaucoup de communication non verbale. Et la gestion des effets psychologiques, des réactions psychologiques dont tu parlais à distance, bah en fait, quand quelqu'un pleure, on l'entend, on lui dit ça va pas, et moi ça m'est arrivé quelques fois, pas souvent, quand la personne a pleuré, bah, j'ai rappelé, ou même, on est en binôme souvent, bah, il y a quelqu'un dans le binôme d'animateurs qui dit bah, écoutez, je vous laisse, je vais téléphoner à Nathalie qui pleure si elle le souhaite, et puis vous continuez, on vous rejoint après. Comme dans une salle d'atelier où il y a quelqu'un qui pleure, on sort, on va discuter avec lui, on revient. Donc tout ça, c'est possible. Alors, les autres évolutions pendant la crise, pour pas être trop en retard, là, je vais aller un peu plus vite et s'il y a des questions à la fin, vous me le dites. Alors, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a eu une implication énorme des patients experts qui ont animé, qui ont soutenu les patients. Bah, tout le monde, surtout la première période du confinement, tout le monde était à la maison, sauf les soignants qui allaient bosser. Donc, ils se sont appelés, ils se sont rendus utiles. Ils ont appelé les patients qui avaient des appréhensions, ils les ont appelés pour les accompagner, pour se connecter aux ateliers. Et en plus, il y a des patients qui, en plus d'être patients, ils ont plein d'expertise, de créativité. Donc, il y en a un qui est un geek, qui a développé la page Facebook. Il y a Fosia qui est sur la photo avec son pull rouge, qui fait des ateliers d'écriture, qui aime beaucoup la littérature, qui fait des émissions de radio, qui a développé des ateliers d'écriture pour parler du vécu.
ils se sont tous mis à faire des bilans éducatifs. Dans l'équipe, on est 12, mais en fait, il y a 6 patients experts. Donc, c'est formidable, on a une grosse dynamique. On a aussi un étudiant en activité physique adaptée, une orthophoniste, un psychologue et un kiné. Alors, pendant la crise, on a développé le programme d'ETP maladie chronique, mais ça, on le couvait depuis longtemps, mais il est sorti pendant la crise. On a déposé le dossier et alors on a une organisation différente. Vous voyez les ateliers RIC, les spécificités RIC, elles sont ici, les traitements, les mécanismes, les causes. Mais en fait, on a des ateliers communs aujourd'hui avec les gens qui ont aussi un diabète, les gens qui ont une maladie de Parkinson. Les autres pathologies, elles sont en cours de développement, les autres ateliers. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on a des ateliers communs qui sont partagés en mélangeant des patients qui ont des pathologies différentes et on a des ateliers spécifiques. On a développé une plateforme numérique, alors ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, qui est partagée avec l'équipe et les patients. Donc, chacun a une connexion sécurisée. Donc, c'est Mieux vivre la maladie chronique, mais c'est une plateforme qu'on a développée pour maladie chronique et RIC, parce qu'au départ, elle était pour RIC, et maintenant, évidemment, RIC, ça fait partie de maladie chronique. On fait avec l'entreprise Movinmec, ça nous permet une sécurisation des données de santé dont vous parliez, avec une messagerie sécurisée, et un outil de coordination formidable, alors en théorie formidable surtout, aujourd'hui, on travaille beaucoup dessus pour les planifications, les statistiques, les questionnaires. On vient de développer une application mobile, les visioconférences. Alors là, je vous montre par exemple la page d'un patient. Et ce qui est super sur cette page, donc c'est celui de Nathalie. Donc Nathalie qui est patiente, qui était à l'atelier tout à l'heure en photo, mais qui est aussi une patiente experte qui vient passer le DU, Et donc là, elle nous a autorisé à publier sa page. Et ce qui est super, c'est qu'il y a cette flèche rose qui est le chemin de Nathalie. Donc en gras, c'est le moment où j'ai fait la copie d'écran, c'était en novembre 2020. Et avant, c'était les ateliers qu'elle a fait. Et là, c'est les ateliers qui sont programmés. On peut lui envoyer des messages et surtout des questionnaires. Donc, par exemple, si elle doit faire un BEP ou l'évaluation d'un atelier, elle doit répondre à un questionnaire. Et pour les patients, c'est génial parce qu'il y a un seul espace pour retrouver son parcours. Elle peut s'inscrire à un atelier, elle peut remplir des questionnaires, rester en contact avec l'équipe éducative, elle peut nous envoyer une question par mail. Et l'animateur, ça nous permet de visualiser le parcours d'ETP de la patiente. Ça nous permet de retrouver des documents administratifs, par exemple le nom du médecin traitant, si on veut envoyer un courrier au médecin traitant. On a beaucoup d'animateurs qui sont à distance de Montpellier, donc on reste en contact avec l'équipe. Par exemple, quelqu'un fait le BEP, ça peut être Nathalie qui fait le BEP, et puis moi, je vais animer l'atelier, je vais lire le BEP qui a été fait par Nathalie. Je ne suis pas obligée de récupérer un document papier, je peux le lire à la maison avant d'animer mon atelier le lendemain. Et ça fait un lien fort entre la ville et les établissements de santé et des statistiques pour nos bilans annuels. Et ça, c'est l'application mobile à destination des patients. Donc ça, c'est tout nouveau. Et en fait, vous avez sur la partie de gauche, c'est très simple. Quand vous ouvrez votre appli INU, ah mince, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Quand vous ouvrez l'application INU, Nathalie, juste... Soit elle peut voir les contacts, soit ses questionnaires, soit ses fichiers. Voilà, c'est tout. Et elle peut même, alors appeler le coordinateur, pour l'instant, c'est pas actif, c'est plutôt des mails. Et ensuite, quand elle clique, vous voyez, elle voit les rendez-vous à venir, les ateliers, ses documents. Par exemple, elle peut regarder le planning des ateliers et les questionnaires si elle a une évaluation à faire par rapport à un atelier auquel elle a participé. Après la crise, bilan et perspective, j'ai presque fini, Laurent, ne t'inquiète pas. Nous, évidemment, quand le confinement est tombé, la première chose qu'on avait envie, c'était se retrouver. Parce que ce que tu as dit, Laurent, c'est tout à fait vrai. La majorité d'entre nous, on préfère faire du présentiel. Parce que boire un petit café, partager le gâteau qui a été apporté par un patient, c'est impossible en distanciel. Et donc, la reprise du présentiel, c'est une évidence. Mais en fait, il y a des choses qui sont mieux en distanciel. Donc, ça dépend des patients et ça dépend de ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, l'idéal, c'est le mixte. Donc, exemple de ce matin. Ce matin, je vois une dame en consultation. À la sortie, elle va voir l'infirmière qu'elle a. Elle a fait le BEP. Et en fait, elle a envie de reprendre des ateliers yoga adaptés, mais elle veut les faire en distanciel parce que c'est le mercredi matin. Elle a 4 enfants et elle peut rester à la maison. Donc, pour elle, c'est génial de faire du mixte et en particulier du distanciel pour le yoga.
Et ce qui compte, c'est la complémentarité du distanciel et du présentiel. Ce qui compte, c'est de suivre et de choisir pour le patient ce qui convient le mieux pour chacun. Et pour les animateurs, c'est pareil. En tout cas, je vous donne un exemple d'une idée originale qui est née de cette période unique, c'est les ateliers cuisine. Depuis longtemps, on se dit oui, on veut faire des ateliers cuisine, mais pas un atelier où on parle de la balance des protéines, des lipides et des glucides. C'est très chiant. On veut un truc dynamique, mais on ne peut pas développer aujourd'hui avec les économies de santé. On ne va pas avoir un secteur avec une cuisine. Alors, on a développé, enfin c'est Anne-Gabrielle Dumont, notre diététicienne qui est formée, elle a développé Tous en cuisine, non pas avec Cyril Lignac, mais avec Anne-Gabrielle. Donc, on envoie à l'avance les listes de courses à faire pour préparer 2 plats. Les patients les achètent à l'avance et ils se connectent et ils cuisinent tous ensemble. Mais par contre, à chaque fois, quand elle fait sa cuisine, elle explique pourquoi elle a fait ces choix-là d'ingrédients, quel est peut-être le rôle nutritionnel quand on est diabétique ou quand on a de la cortisone, par exemple, quand on a une polyarthrite. Et à la fin, ben voilà, ils ont préparé une soupe magnifique aux pois chiches et un goûter à l'aide de fruits secs de saison. Et en fait, on les continue. Donc, par exemple, il y a un atelier cuisine à Noël pour préparer les fêtes de Noël. Et là, on mélange les patients rhumatisme et diabète. Et c'est très intéressant parce que c'est important de manger équilibré pour tout le monde, pas seulement quand on est diabétique. Le bilan, en fait, il faut qu'on garde l'énergie pour faire vivre le programme et les ateliers. Alors, pour vous montrer le boost qu'on a eu, je vous montre en 2017, notre file active de 2017 à 2020, où globalement, c'est la même, 70 patients, 65, 63, 67. Ça veut dire qu'on a pu compter, quand on dit 67 patients en 2020, il y en a 67 qui ont fait au moins un BEP, au moins 3 ateliers et au moins une synthèse. Mais il y a plein de patients, on a beaucoup plus ouvert, il y a plein de patients qui ont participé et qui n'ont fait que 2 ateliers. C'est pas grave, on les compte pas, mais ils ont participé. En tout cas, le nombre d'ateliers, en 2017, on a fait 22 ateliers présentiels classiques, 30 activités physiques et 7 distanciels. En 2020, avec le Covid et le confinement, on a fait plus de 90 ateliers. Donc, ça a été hyper dynamique. Et il y avait une énorme demande parce que les gens étaient seuls chez eux, isolés, c'était très difficile. Donc, on a lutté contre l'isolement géographique et psychologique. Bon, le distanciel, ça ne répond pas à tout. Je sens qu'il y a un grand vide pour la fracture sociale. J'ai des patients qui sont complètement démunis. Et comment leur proposer de l'ETP à ceux qui en ont le plus besoin? C'est ça le prochain challenge. Et la conclusion, le distanciel, pour moi, ça répond à un vrai besoin pour les participants et les animateurs. C'est encore plus pertinent pendant la période Covid. Et de ce qu'on fait, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité, de relations, d'échanges. Mais ça dépend comment c'est utilisé. Mais c'est comme en présentiel, vous pouvez faire un diaporama où personne n'échange ou alors un atelier où c'est hyper vivant. Évidemment, ça ne répond pas à toutes les situations. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas pour tous, pas dans toutes les situations. Et donc, c'est un outil génial, mais adapté à vos et à leurs objectifs et besoins. Et le mot de la fin, c'est la complémentarité à l'ETP en présentiel. Donc, merci à tous. Merci à Nadine et à tous les patients experts de notre programme et évidemment, merci aux participants. J'ai terminé. Merci pour votre patience. Merci beaucoup Sylvie, c'était passionnant. On peut voir que vraiment Montpellier est dans la place de la IETP. Hein. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup, c'est très clair. Donc, on a plein de questions, Sandrine, hein, sur ces interventions. Donc, première question de Vigo TV. Comment voir que le patient est bien présent, concentré pendant la web atelier, si la caméra est éteinte? Alors, j'ai arrêté le partage de mon écran. Pour moi, si un patient n'est pas très attentif ou concentré, c'est pas grave. En tout cas, voir s'il est présent, c'est assez facile parce qu'on a des outils comme sur Zoom qui nous permet de voir qui est connecté. Et comme sur Skype, je veux dire, sur Zoom, vous avez un outil qui est connecté. Et on peut savoir qui a sa caméra allumée et qui a son micro allumé. Et quand j'anime, je regarde toujours un œil sur le micro, s'il est allumé ou pas. Parce que des fois, il y a des gens, le micro se déconnecte, et ça, je peux le voir. Et je fais attention au chat. Et après, les gens qui participent, ils ont notre téléphone. Donc, s'il y a un souci, ils peuvent nous appeler.
Donc il y a des signes indirects pour voir le. Ouais. Et en général, on met le téléphone au départ. Donc s'il se déconnecte et que nous, on s'en rend pas compte, il nous appelle. D'accord. Alors une autre question de Camille. Est-ce que la IETP vous a permis de déplacer les horaires des ateliers? Parce qu'on nous dit souvent effectivement que les horaires des ateliers, c'est plutôt destiné aux emplois du temps des professionnels et un peu moins des patients. Est-ce que tu as pu faire des ateliers le soir ou le samedi matin ou... Alors, c'est possible, mais moi, je l'ai expliqué à l'équipe, enfin, pas à l'équipe, aux participants, ils l'ont compris. C'est tout à fait possible, mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce que, par exemple, pendant le Covid, moi, je travaillais à mi-temps, je devais m'occuper des enfants à mi-temps. Alors, les petits temps que j'avais le soir, ben, je les gardais pour moi. Par contre, j'ai proposé aux animateurs qui le souhaitent de faire le soir s'ils veulent. Donc, de temps en temps, il y en a qui font des ateliers le soir, mais plus sur les activités physiques. Et par contre, du côté du patient, j'ai des patients qui ne pouvaient pas participer à mes horaires et qui ont pu, en s'entendant à leur travail, en prenant une pause déjeuner, au moment de l'atelier, ben, ils ont pu y participer. Mais après, bon, bah ça, oui, si j'avais pas des enfants un peu petits, je le ferais, mais en tout cas, c'est des deux côtés, ça peut se faire, voilà. Après, par contre, excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai pas dit, qui est très important. J'ai des patients qui étaient très frustrés, surtout sur les ateliers Covid. Parce que les ateliers Covid, j'en ai fait 13 au total. Et par contre, je n'ai pas limité. Et une fois, j'avais 70 participants. Donc évidemment, je ne pouvais pas faire de l'interactif. Mais j'ai fait un doodle avant pour que les patients posent toutes leurs questions à l'avance et que je puisse bosser à l'avance pour répondre à toutes les questions. Et avec Zoom, on peut enregistrer les ateliers. Et les patients qui ne pouvaient pas être là, on leur envoyait le lien pour qu'ils puissent réécouter après l'atelier chez eux. Pour l'atelier yoga, il y a des patients, même s'ils participent, ils aiment bien pouvoir le revoir pour en faire plusieurs fois dans la semaine. On leur envoie le lien et ils peuvent refaire l'atelier yoga à un autre moment, plusieurs fois dans la semaine. Donc avec cette option d'enregistrement sur Zoom, c'est génial. On a une autre question. Est-ce que tes équipes ont pu revoir leur disponibilité pour ouvrir de nouveaux créneaux avec ton nouveau programme là? Des nouveaux créneaux, c'est-à-dire ont pu, j'imagine, alors je vais essayer d'interpréter ce que je lis parce que je ne suis pas à l'origine de la question. Est-ce que, vu que c'est un programme très important avec plein d'ateliers, etc., est-ce que tes équipes ont pu se libérer? Parce que la problématique de l'ETP, c'est que c'est mélangé aux soins et que nos professionnels ne sont pas toujours disponibles. Eh oui, mais alors nous, comme la chance qu'on a, c'est qu'on est 11 et qu'il y a 6 patients experts, on a au moins un atelier par semaine, voire 2. Mais moi, par exemple, j'en fais un tous les 2 mois. Mais Nadine, qui est plus dispo et qui a le rôle un peu de coordinatrice, elle doit en faire au moins un par semaine. Mais parce que ça lui plaît et qu'elle est dispo. Et il y a une autre personne, même qui est patiente experte qui travaille, elle va faire un atelier tous les 4 mois. Donc chacun donne sa fréquence de disponibilité. La personne qui fait l'atelier sommeil, qui est une neurologue hyper prise, bah elle en fait un tous les 3 mois. Et on prend la fréquence de chacun, de sa disponibilité, on mixe et finalement le résultat est que les patients, s'ils veulent, ils peuvent faire. En fait, le secret de l'ETP, un des secrets, c'est former le maximum de professionnels dans une équipe. Comme ça, on est sûr que les programmes se déroulent et ça bloque pas trop pour les soins. Nous à Grenoble. Oui, et de patients experts, parce que nous, la priorité de notre subvention, c'est de payer le DU à tous les patients qui veulent faire une formation. Alors, tu les payes pas par un salaire, mais tu les payes par une formation, c'est ça? Alors, c'est deux choses différentes. C'est que quand ils veulent se former, on paye leur formation. On paye le DU. C'est la problématique de la rémunération des patients experts ou des patients intervenants. Mais en dehors de la rémunération, c'est-à-dire qu'on peut payer la formation à quelqu'un et en plus payer une rémunération. Mais là, s'ils veulent se former, c'est notre politique dans l'équipe, on paye. Et il y a un patient, le DU, c'est pas si cher que ça pour les patients à Montpellier. Ce qui est beaucoup plus cher, c'est les 40 heures. Et j'ai un patient, il pouvait pas faire le DU parce qu'il travaille trop et on a réussi à lui payer ses 40 heures. Et après, la rémunération, c'est autre chose. Et ça, on essaye d'évoluer, de pousser, etc. Donc ça, c'est tout nouveau. On a une nouvelle directrice parce que le directeur d'avant, il ne voulait pas. Et la nouvelle directrice, elle dit, OK,
On paye les animateurs, qu'ils soient patients, experts ou psychologues, tous pareils, du moment que vous rentrez dans votre budget de la subvention. Donc à partir de 2022, on pourra payer qu'on soit pas, enfin, je veux dire, ça change rien qu'on soit patient ou psychologue. Du moment qu'on soit formé en ETP, on paye la personne pour sa vacation. Par contre, le patient qui co-anime ou qui anime pendant qu'il est en DU ou en formation, il n'est pas encore formé. Là, ça fait partie de sa formation, il n'est pas rémunéré. Mais une fois qu'il est formé, il est rémunéré s'il a un numéro SIRET. D'accord, merci. Peut-être juste une dernière question, mais réponse courte parce qu'on est sur le timing. C'est financé comment? C'est quoi les gros sous? Comment tu finances les ateliers virtuels? Alors, j'ai pas beaucoup de gros sous. C'est qu'on a notre subvention ARS. Ouais. Et avec la subvention ARS, on essaye de tout payer. Ce qui fait que ça colle, c'est que moi, Bérangère, tous les médecins de la clinique, nous, on le fait sur notre temps de travail, donc on n'est pas rémunéré. Il y a pas mal de patients qui font des ateliers, soit ils sont en formation, soit ils sont salariés, ils n'ont pas de numéro SIRET, donc s'ils veulent le faire, ils le font bénévole. On paye que les gens qui ont un numéro SIRET et qui veulent être payés. Et comme ça, on s'en sort en fait. Super. Écoute, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Donc là, comme le virtuel, ça fatigue, il faut qu'on se repose, qu'on aille faire la pause pipi et tout ça. Donc je vous propose 10 minutes de pause, on se retrouve à 17h10 et surtout revenez tous parce qu'on va avoir une intervention passionnante du docteur Gérald Kierzek qui est donc directeur médical de Doctissimo du groupe TF1 LCI et qui va nous parler de complot, danger des réseaux sociaux, comment gérer l'infodémie en période de pandémie. Ça va être passionnant. Allez voir votre verre d'eau, votre petit thé et revenez, vous allez voir, c'est passionnant. À tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à une très grande quantité d'informations, sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision, avec des titres tous plus aguicheurs les uns que les autres. Pas étonnant que cela nuise à notre faculté de discernement. Difficile parfois de distinguer le vrai du faux, et notamment à cause des fake news, c'est-à-dire des fausses informations, des rumeurs. Elles existent depuis longtemps, mais se multiplient particulièrement depuis quelques années via les réseaux sociaux, qui facilitent le partage des publications. Dans le domaine de la santé, les fake news peuvent avoir des conséquences importantes. Elles sont susceptibles de nous faire adopter des comportements qui vont freiner le diagnostic, la guérison, voire mettre notre santé en danger. Première question, qui est l'auteur de l'article? Est-ce un journaliste, un médecin? Est-il expert sur le sujet? Est-il légitime? Dans ce cas, il y a de grandes chances pour que l'information soit exacte. A l'inverse, si c'est entre guillemets un simple internaute, méfiance. Deuxième question, d'où vient l'information? Vérifier la fiabilité de la source. C'est primordial pour déterminer la crédibilité de l'info. Les articles doivent être basés sur des faits objectifs comme des statistiques, des chiffres, des lois, des dates. Comment repérer la source? En fait, c'est assez simple. Elle est souvent en lien dans l'article ou en dessous de celui-ci. Autre chose, attention aux informations hors contexte. Parfois, les phrases citées ou les photos publiées sont bien réelles mais ont été tronquées, sorties de leur contexte ou datent d'il y a plusieurs années. C'est une manipulation de l'information très répandue. Troisième question, de quand date l'information? Regardez si la date de rédaction ou de mise à jour de l'article est récente, pour savoir si l'info est encore d'actualité. Quatrième question, quels sont les objectifs de l'auteur et du site? Le site souhaite-t-il informer, relayer une information exacte, officielle, ou bien est-ce un article sponsorisé, un post qui veut vendre quelque chose, ou un texte militant? Dans ces cas-là, il risque de manquer d'objectivité, de transparence. Quant aux articles qui veulent convaincre, manipuler, faire peur, faire le buzz, ils sont susceptibles de contenir des informations qui ne sont pas vraies, ou alors tellement altérées qu'elles ne reflètent pas la réalité. Cinquième question, l'information a-t-elle été publiée sur d'autres sites? Comparer et croiser les sources pour voir si l'info est présente sur d'autres plateformes, et comment elle est traitée ailleurs. Si personne d'autre n'en parle, ce n'est pas bon signe. Premier conseil, en arrivant sur un site internet, des détails peuvent vous alerter sur le sérieux de celui-ci. Structure, ergonomie, clarté de la langue, publicité, autant d'éléments qui peuvent être révélateurs de la crédibilité des informations. Deuxième conseil, pour éviter les fake news, consultez des sites validés par les institutions publiques, par les sociétés savantes et par les associations de patients. Troisième conseil, restez prudent en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, ou sur les forums. Il s'agit de témoignages, d'opinions, et non pas de données scientifiques.
N'importe qui peut se cacher derrière l'internaute. Quatrième conseil, une information obtenue en ligne ne remplace pas une consultation chez votre rhumatologue. Il est important d'en discuter avec lui. Et surtout, gardez un esprit critique. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à une très grande quantité d'informations, sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision, avec des titres tous plus aguicheurs les uns que les autres. Pas étonnant que cela nuise à notre faculté de discernement. Difficile parfois de distinguer le vrai du faux, et notamment à cause des fake news, c'est-à-dire des fausses informations, des rumeurs. Elles existent depuis longtemps, mais se multiplient particulièrement depuis quelques années via les réseaux sociaux, qui facilitent le partage des publications. Dans le domaine de la santé, les fake news peuvent avoir des conséquences importantes. Elles sont susceptibles de nous faire adopter des comportements qui vont freiner le diagnostic, la guérison, voire mettre notre santé en danger. Première question, qui est l'auteur de l'article? Est-ce un journaliste, un médecin? Est-il expert sur le sujet? Est-il légitime? Dans ce cas, il y a de grandes chances pour que l'information soit exacte. A l'inverse, si c'est entre guillemets un simple internaute, méfiance. Deuxième question, d'où vient l'information? Vérifiez la fiabilité de la source. C'est primordial pour déterminer la crédibilité de l'info. Les articles doivent être basés sur des faits objectifs comme des statistiques, des chiffres, des lois, des dates. Comment repérer la source? En fait, c'est assez simple. Elle est souvent en lien dans l'article ou en dessous de celui-ci. Autre chose, attention aux informations hors contexte. Parfois, les phrases citées ou les photos publiées sont bien réelles mais ont été tronquées, sorties de leur contexte ou datent d'il y a plusieurs années. C'est une manipulation de l'information très répandue. Troisième question, de quand date l'information? Regardez si la date de rédaction ou de mise à jour de l'article est récente, pour savoir si l'info est encore d'actualité. Quatrième question, quels sont les objectifs de l'auteur et du site? Le site souhaite-t-il informer, relayer une information exacte, officielle, ou bien est-ce un article sponsorisé, un post qui veut vendre quelque chose, ou un texte militant? Dans ces cas-là, il risque de manquer d'objectivité, de transparence. Quant aux articles qui veulent convaincre, manipuler, faire peur, faire le buzz, ils sont susceptibles de contenir des informations qui ne sont pas vraies, ou alors tellement altérées qu'elles ne reflètent pas la réalité. Cinquième question, l'information a-t-elle été publiée sur d'autres sites? Comparez et croisez les sources pour voir si l'info est présente sur d'autres plateformes, et comment elle est traitée ailleurs. Si personne d'autre n'en parle, ce n'est pas bon signe. Premier conseil, en arrivant sur un site internet, des détails peuvent vous alerter sur le sérieux de celui-ci. Structure, ergonomie, clarté de la langue, publicité, autant d'éléments qui peuvent être révélateurs de la crédibilité des informations. Deuxième conseil, pour éviter les fake news, consultez des sites validés par les institutions publiques, par les sociétés savantes et par les associations de patients. Troisième conseil, restez prudent en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, ou sur les forums. Il s'agit de témoignages, d'opinions, et non pas de données scientifiques. N'importe qui peut se cacher derrière l'internaute. Quatrième conseil, une information obtenue en ligne ne remplace pas une consultation chez votre rhumatologue. Il est important d'en discuter avec lui. Et surtout, gardez un esprit critique. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à une très grande quantité d'informations, sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision, avec des titres tous plus aguicheurs les uns que les autres. Pas étonnant que cela nuise à notre faculté de discernement. Difficile parfois de distinguer le vrai du faux, et notamment à cause des fake news, c'est-à-dire des fausses informations, des rumeurs. Elles existent depuis longtemps, mais se multiplient particulièrement depuis quelques années via les réseaux sociaux, qui facilitent le partage des publications. Dans le domaine de la santé, les fake news peuvent avoir des conséquences importantes. Elles sont susceptibles de nous faire adopter des comportements qui vont freiner le diagnostic, la guérison, voire mettre notre santé en danger. Première question, qui est l'auteur de l'article?
Est-ce un journaliste, un médecin? Est-il expert sur le sujet? Est-il légitime? Dans ce cas, il y a de grandes chances pour que l'information soit exacte. À l'inverse, si c'est entre guillemets un simple internaute, méfiance. Deuxième question, d'où vient l'information? Vérifier la fiabilité de la source. C'est primordial pour déterminer la crédibilité de l'info. Les articles doivent être basés sur des faits objectifs comme des statistiques, des chiffres, des lois, des dates. Comment repérer la source? En fait, c'est assez simple. Elle est souvent en lien dans l'article ou en dessous de celui-ci. Autre chose, attention aux informations hors contexte. Parfois, les phrases citées ou les photos publiées sont bien réelles mais ont été tronquées, sorties de leur contexte ou datent d'il y a plusieurs années. C'est une manipulation de l'information très répandue. Troisième question, de quand date l'information? Regardez si la date de rédaction ou de mise à jour de l'article est récente, pour savoir si l'info est encore d'actualité. Quatrième question, quels sont les objectifs de l'auteur et du site? Le site souhaite-t-il informer, relayer une information exacte? Eh bien, de nouveau, on se retrouve tous ensemble pour la suite de ce module 3 du programme phare. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai l'honneur et la joie d'accueillir Gérald Kierzek, que vous connaissez tous, le médecin de TF1 et de LCI, qui est directeur médical de Doctissimo, ce grand site internet que vous connaissez tous également, et qui va nous parler, je l'ai un tout petit peu introduit tout à l'heure dans mon topo en parlant des réseaux sociaux et des fake news, et qui va nous parler de rumeurs, de complots, de dangers sur les réseaux sociaux, comment gérer l'infodémie en période de pandémie, puisqu'on a tous vécu des dizaines et des centaines de messages différents, parfois souvent faux, pendant la pandémie, et participer à les corriger à la télé, mais on va pouvoir l'écouter et voir un peu, puis on fera un peu de questions-réponses et d'interactivité dès la fin de sa présentation. Merci beaucoup Gérald, et encore excessivement merci de t'avoir libéré de ton temps ce soir. Merci Laurent, et bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis médecin avant tout, je suis médecin hospitalier. Je sors de garde, donc ne m'en veuillez pas si j'ai un petit coup de fatigue ou parfois c'est pas très clair, donc vous m'interromprez ou vous me poserez des questions. Donc je suis praticien hospitalier, anesthésiste, réa, urgentiste à l'Hôtel Dieu, et je suis le médecin du groupe TF1 LCI et directeur médical de Doctissimo. Et comme tu l'as rappelé, Doctissimo, dont tu fais partie en termes de comité d'experts, hein. On a une cinquantaine d'experts, médecins, patients, paramédicaux, justement pour crédibiliser un peu l'information qui est donnée. Doctissimo, c'est un des sites leaders. On a plus de 15 millions de visiteurs mensuels. Il y a eu des pics de fréquentation, évidemment, pendant le Covid. Donc, c'est un des sites importants. Alors, on gère des réseaux sociaux, mais ce n'est pas un réseau social dans le sens où les forums, c'est moins de 10% de notre activité. Ça, c'était l'ancien Doctissimo où il y avait beaucoup de forums et beaucoup de choses qui n'étaient pas maîtrisées. Et en fait, c'est un peu la différence entre un site ou un journal télévisé. Tu as eu la gentillesse de rappeler que je participais sur LCI, TF1, où finalement on maîtrise une information, on vérifie l'information et on donne cette information, et c'est le boulot des journalistes. Sur les réseaux sociaux ou sur les forums, il n'y a pas de maîtrise de l'information, puisque n'importe qui est journaliste et n'importe qui peut poster des informations. Et ces informations-là, elles diffusent. Et elles diffusent à la vitesse de l'éclair. Alors déjà, pour reprendre les termes, infodémie, c'est pas forcément une épidémie de fausses informations. L'infodémie, c'est la propagation rapide et large d'un mélange d'informations exactes ou inexactes. Et je crois que c'est vraiment important de le rappeler parce que il y a aussi, et c'est un outil puissant, il y a aussi des informations exactes qui circulent, et c'est un outil puissant de pédagogie, par exemple, ou de on voit bien quand même qu'il y a une notion de volume, et donc ça veut dire qu'il faut faire le tri, et c'est aux patients de faire le tri, c'est peut-être aux médecins de faire le tri ou l'aider à faire le tri, c'est peut-être aux journalistes aussi de faire le tri, mais en tout cas il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, parce que c'est vraiment le problème avec tout et n'importe quoi qui circule, mais parfois il y a des choses qui sont tout à fait exactes, et quand je dis qu'il y a un volume et il y a une diffusion large et rapide, les deux mots sont importants. Rapide parce que c'est instantané, et pardonnez-moi, c'est pour ça aussi, c'est pas pour ça que j'ai pas fait de slide, mais j'allais dire, contrairement à notre monde d'habitude un peu académique, scientifique, où l'espace-temps est plutôt sur du moyen terme, où ça prend du temps, etc. On fait des slides, on fait des études, voilà. Il y a un comité de lecture, etc. Là, on est dans l'immédiateté. On est dans l'immédiateté des réseaux sociaux, et tout ça est à la fois un avantage, mais souvent quand même un inconvénient, et ça va diffuser très vite et très large. Quand on regarde sur les 12 derniers mois, je reprenais une étude sur 2020, diffusée sur les questions de santé, et eux, ils prenaient que les parties fausses informations, c'était 4 milliards de pages vues.
C'est-à-dire qu'avec des pics, notamment un pic en avril 2020, lié à la propagation du virus évidemment, qui étaient des pics avec des millions de vues, des centaines de millions de vues qui sont vues très rapidement sans qu'il y ait aucun contrôle et aucune possibilité de le stopper. On va voir un peu, on va moduler un peu ce propos-là, mais globalement, quand une information part, c'est très compliqué de la stopper. Alors, là où c'est quand même intéressant, c'est de voir que les informations santé intéressent les gens et ça fait partie des informations les plus partagées. Là, toutes les enquêtes le montrent. Deuxièmement, c'est un outil d'éducation sanitaire et je pense que là, les patients experts, les médecins, les paramédicaux ont vraiment leur rôle à jouer. C'est-à-dire, contrairement à votre pro et con juste avant, là, qui était en virtuel, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire on est pour ou on est contre l'infodémie, on est pour ou contre les réseaux sociaux en santé. C'est un fait. Ça existe. Donc, soit on y va et on y participe, soit on n'y va pas et ça va avancer tout seul. C'est un peu la même chose comme la téléconsultation ou comme j'en sais rien quoi où les médecins pourraient dire ah ben non mais moi je veux pas y participer, vous comprenez, je suis docteur en médecine, c'est dans mon cabinet que ça se passe. On voit bien que le monde actuel n'est pas comme ça. Donc soit on l'accepte et on accepte que le patient soit plus informé et c'est bien et on va participer à ça et on va se dire bah tiens ça fait finalement gagner du temps et puis on est là en expertise pour pouvoir justement donner aux patients notre expertise de patients experts ou de professionnels experts, bien sûr. Soit on rejette ce système-là. Le problème, c'est que ça va quand même diffuser. Donc, nous, sur Doctissimo, on a pris le parti, évidemment, de ne pas diffuser les fake news et de faire même de l'anti-fake news. Alors, l'anti-fake news, il y a tout le système des vérificateurs. LCI le fait beaucoup. Il y a toute une partie où on vérifie. Alors quand c'est des fake news du style, je ne sais pas ce qu'on a vu, mais les articles qui affirmaient que le vaccin anti-polio et tout était soutenu par Bill Gates et que ça avait provoqué la paralysie d'1,5 million d'enfants en Inde, vous voyez, quand ça fait 10 millions de vues, ça on sait que c'est complètement faux. Les faux remèdes contre les maladies mortelles avec comme l'argent colloïdal, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était contre Ebola, pareil, ça fait 5 millions de vues, etc. Donc là, on démonte l'information, ce qui permet de donner de l'information avec un recul en expliquant aux gens, non, voilà pourquoi c'est faux. Et puis l'autre lutte anti-fake news, c'est de ne pas en propager, c'est-à-dire que c'est de faire systématiquement vérifier. Je disais que Laurent, tu étais notre rhumatologue expert sur Doctissimo, c'est-à-dire qu'on fait vérifier les infos, on a des journalistes qui cherchent, ils vont interviewer des experts, on a notre propre comité d'experts et ça c'est important. Et l'étape, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, c'est probablement pour nous, mais pour vous aussi, à titre individuel, de prendre la parole. Et dans vos présentations, il y avait des patients experts qui étaient très connectés ou des médecins qui étaient très connectés aussi. Il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Pourquoi nous, on peut le faire de manière individuelle? Parce qu'on peut le faire rapidement. On peut le faire à la vitesse, j'allais dire, de Twitter, de LinkedIn, d'Instagram, etc., avec l'étiquette crédible de notre formation. Ce que les institutions ne peuvent pas faire. Et on voit bien là, et j'avais été chargé par Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, de faire un rapport avec Magali Léo sur comment, après l'affaire du Levothyrox, on améliore la communication et la relation médecin-malade et l'information du patient. Et on voit bien qu'en fait, il y a une inertie de l'institution liée à un process décisionnel, liée à la peur du médico-légal, liée à plein de choses. Et donc, il n'y a pas de réactivité. Or, Twitter, LinkedIn, les réseaux sociaux, c'est de l'immédiateté. Donc, si la fake news part, il faut qu'il y ait en parallèle de la contre-fake news qui parte ou en tout cas de la bonne information. Parce que les gens, ils ne sont pas complotistes. Les gens, ils veulent juste de l'info en fait. Ils veulent juste savoir à quel sens vouer et ils veulent juste savoir c'est dangereux, c'est pas dangereux pour moi, pour mes enfants, etc. Et donc, si vous avez un professionnel ou un patient expert crédible qui prend la parole et qui lui va pouvoir prendre la parole de manière immédiate, et d'ailleurs nous, notre plateforme Doctissimo est ouverte d'ailleurs, c'est des tribunes ou ce type de parole, eh bien c'est un moyen extrêmement pragmatique et rapide de répondre à ces fake news et je crois que c'est important. L'autre avantage, et c'est pour ça que les rumeurs, complots, tout ça, c'est la face noire, mais moi je voudrais en voir vraiment une opportunité de communication, de pédagogie et d'éducation sanitaire, c'est que les chaînes info ont la même temporalité que les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont devenus une source pour les journalistes. Et donc ça peut permettre, à partir des réseaux sociaux, à partir de petits moyens, ça ne coûte rien de créer un compte LinkedIn, Twitter, etc. pour une assoce par exemple, ça permet d'être repéré par des journalistes et donc d'avoir accès à des médias un peu mainstream et là aussi de toucher un autre public. Parce que le public des réseaux sociaux, ce n'est pas le même que celui qui va être touché par les télévisions et donc c'est important de pouvoir
faire d'une pierre à deux coups et éventuellement être repéré par des journalistes et avoir accès. C'est le gros avantage des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est un avantage pour les complotistes parce qu'ils sont au même niveau que, j'en sais rien, le professeur d'université, mais à contrario, n'importe qui, un médecin hospitalier, un expert, un patient expert, n'importe qui peut aussi, avec une information crédible, être au même niveau que je ne sais pas, des gens qui, il y a 20 ans, une tribune dans le monde, c'était compliqué de faire passer une tribune dans le monde. Et seuls des institutionnels pouvaient le faire. Là, on peut, en étant en province, pas forcément à Paris, en étant de son point de vue particulier, faire passer un certain nombre de messages via les réseaux sociaux, via des tribunes ou même via un certain nombre de médias mainstream. Donc je pense que c'est important de prendre à bras le corps, non pas la lutte anti-fake news, mais au contraire la communication sur les réseaux sociaux, qui sera le seul moyen en apportant de la vraie information crédible, finalement, de communiquer sur les fake news. Alors après, il y a d'autres moyens, et ça, c'est plus les institutionnels qui le font. Et là, je vous référerai et je vous conseillerais d'aller voir ce qu'a fait l'Organisation mondiale de la santé, qui très rapidement s'est aperçu, c'était l'été 2020, s'est aperçu que pour la première fois, finalement, dans l'histoire mondiale, dans l'histoire des épidémies, la technologie et les réseaux sociaux sont utilisés à grande échelle pour permettre aux individus d'être informés, bien informés ou mal informés. Mais en tout cas, les individus sont informés, ils sont productifs, ils sont connectés. Et donc, du coup, ça permet quand même de faire passer un certain nombre d'informations, souvent une surabondance d'informations. Et ça peut coûter des vies quand c'est des fake news, mais ça peut probablement aussi en sauver. Et donc là, à titre institutionnel, ils ont fait un certain nombre de choses, notamment une note d'orientation, notamment une résolution qui a été adoptée sur la riposte sur le Covid-19. Ce n'est pas une riposte pour pouvoir donner aux États membres, mais également aux éditeurs, Facebook, etc., les moyens d'aller repérer ces fake news. Alors, attention, parce que la limite, elle est toujours un peu ténue avec la censure et avec finalement une espèce de parole qui serait la parole officielle, la doxa, et qui ne laisserait pas la place au débat. Et le débat, il est important dans notre démocratie et il est important en science aussi. Et donc, je crois qu'autant les choses qui sont fausses et dangereuses et trompeuses ou mercantiles, il faut qu'elles puissent être éliminées, quitte à ce que les diffuseurs puissent les couper. Mais en revanche, à partir du moment où vous avez des gens, et je pense à des gens qui sont plutôt crédibles sur la virologie, ancien président de la Société française de virologie, sur le Covid-19, qui dès qu'il postait un truc sur LinkedIn, tout simplement parce qu'il disait attention, la balance bénéfice-risque du vaccin chez les enfants, c'est pas évident, était censuré ou était coupé. Et ça, c'est un problème démocratique et c'est un problème scientifique, c'est un problème journalistique aussi. Et donc, il faut faire attention parce que non seulement c'est un problème de démocratie, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule bonne parole et il n'y en a pas une autre, c'est un problème aussi parce que ça renforce un certain complotisme. C'est-à-dire que l'absence de transparence et l'absence va créer des circuits parallèles, va renforcer finalement les arguments de ceux qui disent, vous voyez, on nous cache des choses, c'est un grand complot mondial, etc. Et donc, ça coupe un peu le dialogue et donc il faut faire très attention aussi. Donc, en fait, c'est une histoire d'équilibre. L'idée, c'est plutôt de démontrer plutôt que de censurer. L'idée, c'est plutôt de communiquer plutôt que d'essayer de lutter contre un phénomène qui de toute façon est inexorable. C'est-à-dire que l'infodémie, elle est inexorable, les réseaux sociaux, c'est inexorable, mais je pense qu'il faut y participer, y aller et essayer de prendre un peu le recul du professionnel, quitte à prendre la tâche un peu de journaliste c'est là où les journalistes sont assez friands parce que là aussi on l'a bien vu sur la Covid-19 qu'il y avait une espèce d'incurie journalistique dans le sens où ils ne connaissent pas ces sujets de santé. Et donc du coup vous pouvez être des points d'appui, on peut être en tant que professionnel des points d'appui pour pouvoir aider un peu les journalistes à trier, à faire la part des choses et à trouver quel est le bon expert. Et je finirai peut-être sur cette histoire d'expertise. On a vu malheureusement avec le Covid-19 se multiplier un certain nombre d'experts, d'experts avec des liens d'intérêt, etc. Où malheureusement étaient experts des gens qui n'ont jamais vu de Covid de leur vie, étaient des experts avec des gens avec des liens d'intérêt, etc. Je pense que tout ça a fait beaucoup de mal à un problème à un sujet qui est fondamental, qui est la confiance que le grand public peut avoir dans le corps médical. Et je pense que ça, malheureusement, il y avait déjà une défiance qui était largement installée, mais depuis des décennies. L'affaire du sang contaminé, le Distilbène, on peut remonter à des décennies, le Levothyrox, le Mediator, etc. Et je pense que là, ça n'a pas arrangé. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas arrangé la notion de… Avant, je croyais mon médecin.
Avant, je croyais le professeur, etc. Maintenant, comme ils se sont écharpés sur les plateaux télé, qu'ils ont dit tout et leur contraire, etc., bah, finalement, les gens ne le croient plus. C'est-à-dire que l'argument d'autorité ne tient plus. Alors, il va falloir à un moment donné rééquilibrer cette relation probablement et il va falloir que les choses se remettent un peu en place et je pense qu'il va falloir aller vers une communication d'argumentation. Les gens sont, l'infodémie, ça veut dire qu'ils sont informés. Et c'est bien parce que la loi de 4 mars 2002, vous savez que c'est une obligation déontologique et c'est un droit des patients d'être informés et c'est très bien. Maintenant, le vrai enjeu, c'est par qui je suis informé, avec quels outils et c'est là où c'est une vraie dimension partenariale, comme la consultation, comme le TP, vous venez d'en parler, c'est une démarche partenariale. Je crois que l'information en santé et la communication, c'est aussi une démarche partenariale et donc faire le tri dans cette infodémie, etc., c'est aussi une démarche partenariale entre les patients, les associations, les nouveaux experts. Qui ne sont pas forcément les experts d'hier, mais finalement, je trouve que c'est plutôt une bonne perspective et pas, de toute façon, c'est inéluctable et on ne pourra pas lutter contre, sauf si on y prend part. Voilà, je crois que j'ai suffisamment peut-être parlé sur ce sujet-là, mais moi je serais ravi de répondre à vos questions. C'est jamais suffisant, Gérald, c'était passionnant. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vu à un moment, il y avait plus de médecins sur les plateaux télé que dans certains services, entre guillemets. Ouais. Il y a des incidences sur la décision politique majeure aussi. C'est-à-dire que moi, pour avoir suivi au cœur de la machine, et encore avant-hier, on voit bien que ça pèse en fait. Le réseau social pèse, la présence sur le plateau télé pèse, et finalement peut-être même plus que le terrain. Bien sûr. Et tu ne penses pas que le fait que les fake soient news, enfin que les fake news soient fausses, ça peut pas les diffuser encore plus vite, parce que plus c'est gros, plus ça diffuse vite, non? Oui, mais alors je rebondirais sur l'histoire du vaccin où on disait il y a des anti-vax, les anti-vax vont être contre le vaccin. On voit que c'est une minorité en fait, et que une minorité croit aux fake news qui sont grosses comme des maisons. Une minorité est complotiste, une minorité est anti-vax, et la majorité est indécise. La majorité, elle sait plus de quel côté écouter, à quel sens vouer, et ça c'est vraiment cette espèce de ventre mou au milieu, et c'est ces gens-là qu'il faut aller convaincre. Il faut aller convaincre avec de la transparence, il faut aller convaincre avec de la rationalité, il faut aller convaincre avec de l'argumentation. Et ça, je crois que c'est important. Il faut aussi aller convaincre avec de « je ne sais pas ». Vous voyez, le fait de dire « je ne sais pas », c'est beaucoup plus intelligent, ou le bon sens. Moi, j'essaie depuis… J'étais sur RFI où ils essayaient de reprendre mes interventions du JT de 20h depuis mars 2020. Je ne renie pas un seul des mots que j'ai dit parce que j'ai jamais été dans une extrême. J'ai jamais été dans une position ni alarmiste ni complotiste. Moi, les gens ils me disaient, vous êtes alarmiste ou complotiste? Non, je suis pragmatiste en fait. Donc l'idée, c'est d'être dans du bon sens, dans du pragmatisme. Le médecin, ça doit être quelqu'un qui n'est pas rassuriste, mais il doit être rassurant. Quand vous allez voir un cancérologue, si le mec vous dit vous avez un cancer, vous allez mourir, il n'y a rien à faire, au secours, etc., vous vous barrez en courant en fait. Et c'est un peu la même chose avec des experts. Si vous n'avez pas des experts qui à un moment donné disent écoutez, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà les différentes options. Je trouve que c'est ça une bonne communication. Et les gens, à part évidemment les irréductibles, les antivax ou les complotistes ou des gens qui ne comprennent rien, et ça existe malheureusement, je pense que l'immense majorité, il y a une honnêteté intellectuelle à partir du moment où il y a une transparence et qu'on sait de quel point de vue parle la personne. On a rarement entendu dire je ne sais pas sur des plateaux télé quand même de nos collègues. Mais ça c'est sûr, ça a été complètement péremptoire et c'est assez dramatique. Mais y compris devant des chiffres qui disaient le contraire. Mais on le voit bien, on ne voit pas de retour d'expérience non plus sur ah bah oui un tel a dit ça puis finalement il a pris le contre-pied. Alors qu'il suffirait un peu de recontextualiser, mais ça c'est pas le boulot des experts. L'expert il fait comme le politique, il vend sa soupe. Exactement. Aline, tu avais une question, je pense. Oui, c'est vraiment dans la continuité justement de la suite de votre discussion, c'est que en fait, effectivement, finalement, la difficulté, je trouve, en tant que spectatrice, puisque moi, j'interviens pas publiquement dans les médias, c'est de réussir à avoir des choses qui soient équilibrées et nuancées. Et j'ai le sentiment que justement, cette immédiateté dont vous parliez par les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'infos continues ou sur la nouvelle façon de présenter l'information, même dans les chaînes plus classiques, fait que finalement, on a du mal parfois à voir s'exprimer des messages nuancés dans ces médias et effectivement que peut-être même le travail journalistique a tendance à pousser les intervenants à devoir être effectivement très tranchés comme ça et ce manque de nuances crée la défiance à mon avis.
Oui, mais c'est dramatique parce que quand c'est sur un sujet économique ou politique, c'est pas très grave, c'est pas très anxiogène, on s'en fout. Quand c'est sur un sujet qui concerne votre santé, c'est extrêmement anxiogène et délétère. Et je pense qu'il y a quelque chose auquel moi, je refusais les débats. C'est-à-dire que je n'ai jamais participé depuis mars 2020 et je vous garantis que c'est des dizaines et des dizaines d'invitations que j'ai refusées parce que l'objectif c'était de dire il faut un pour, il faut un contre. Et ça, moi, j'ai refusé de le faire parce que il y a un code de déontologie, il faut le respecter. Parce que je pense que les débats pour et contre sont très anxiogènes pour les gens, parce qu'ils ne savent plus qui croire, etc. Et donc, voilà pourquoi je pense que c'était à l'expert, enfin, l'expert, entre guillemets, je déteste ce mot maintenant, mais au médecin de dire à un moment donné, je ne veux pas rentrer là-dedans ou avoir un propos beaucoup plus nuancé. Certains l'ont fait, l'autre n'ont pas fait du tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup de projections psychanalytiques aussi de leur propre peur de la mort, etc., qui a fait que certains se sont complètement emballés. Vous rajoutez à ça de l'hubris, du quart d'heure warolien, enfin bref, rajouter à un contexte du Conseil de l'ordre des médecins qui finalement n'a pas fait son job parce que je trouve que le respect de la déontologie c'était important, donc il commence peut-être à le faire maintenant. Enfin tout ça est parti en vrille totale. Regardez l'affaire Raoult, regardez. Alors, et ça, si c'est assez dramatique sur la confiance. Ouais. Si on reboucle sur l'ETP un petit peu, on sait que nous, en ETP, on donne des outils aux patients pour mieux comprendre la maladie, mieux comprendre les traitements. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on donne aux Français les outils pour trier le grain de livret, comme tu le dis? Alors, c'est pas simple, mais est-ce que les médias n'auraient pas un rôle à jouer là-dessus, sur le upgrader Alors déjà, il y a le niveau journalistique, je pense qu'il faut le grainer. Nous, on avait proposé déjà en 2018 dans le rapport sur l'information, donc c'était avant la crise, qui est une formation un peu scientifique chez les journalistes. Là, actuellement, il y a l'école de journalistes de Lille qui fait une formation, mais bon, elle est peu développée, surtout dans les rédactions. Les gens n'ont plus le temps, ils sont très politiques, très économie, ils se mettent à la santé un peu comme ça. Il y a un apprentissage des études, et puis il y a un autre phénomène, c'est que les médecins eux-mêmes participent, comme je viens de le dire, mais les institutions participent eux-mêmes. Regardez le nombre de communiqués de presse qui sortaient de l'industrie ou même des institutions de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui disaient oui, on a trouvé le médicament miracle, un autre allait de son autre communiqué de presse et il faut alimenter des chaînes info 24/24 quasiment avec des plateaux qu'il faut remplir. Enfin, vous voyez, tout ça participe à une espèce d'inflation et de la rapidité et de l'information, une information chasse l'autre, etc. Et donc il y a absolument aucune prise de recul, aucune prise de distance et tout le monde y participe. Donc oui, les médias sont responsables, mais aussi, et que malheureusement, on n'a pas affaire à un sujet comme un autre. C'est-à-dire que la santé, c'est un sujet qui est quand même extrêmement grave. Et quand moi, je vois toujours des gens paniquer aux urgences en ayant l'impression que les gens sont en train de mourir sur les trottoirs, c'est juste dramatique en fait, parce que c'est pas la réalité. Je veux dire, je pense qu'à Grenoble, personne n'est mort sur les trottoirs. J'avais des collègues de Clermont-Ferrand qui me disent, écoute, depuis mars 2020, on n'a jamais eu aucun problème pour caser un patient de réa. C'est pas maintenant que ça va commencer. Or, entre l'image qui est donnée dans les médias et la réalité, il y a un gap, mais qui est énorme, même en termes de représentativité. Regardez, on a vu une dizaine de réanimateurs de la Pitié-Salpêtrière ou de l'assistance publique hôpitaux de Paris noyauter les plateaux télé. La réanimation, combien de malades du Covid sont allés en réanimation? 0,1% parmi tous les gens qui ont été contaminés. C'est-à-dire qu'on a quasiment 80% des plateaux télé noyautés par des réanimateurs médicaux parisiens pour représenter 0,1% de la réalité des gens qui se retrouvent dans leur service. Quelle est la légitimité de cet expert? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc après, eux, on les invite, ils y vont. Les journalistes, ils ont des gens qui à inviter. Bon, ils invitent ceux qu'ils ont dans leur giron, mais on voit bien qu'il y a un vrai problème de déformation. Sandrine, tu avais peut-être une dernière question, parce qu'on doit terminer la Oui, c'est pas légèrement, mais c'est tellement passionnant que c'est pas grave. J'allais dire, ne faudrait-il pas, à l'école, commencer à former les enfants sur comment on lit une information et où est-ce qu'on peut s'informer? Alors, c'est vrai que nous, dans le domaine de la santé et dans les associations de malades, on essaye d'expliquer d'expliquer et d'avertir les patients de faire attention à ce qu'ils lisent et comment ils peuvent, comment ils doivent prendre certaines informations et de vérifier les sources, etc. Hein. Vous avez dû le voir sur la petite vidéo qui a été diffusée pendant la pause, mais je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment renforcer et puis commencer très tôt chez les enfants.
C'est capital, pareil, on avait proposé, allez voir ce rapport, vous tapez Kierzek, rapport sur l'information, on avait proposé ça, notamment, ça fait partie de la littératie, etc., mais c'est de l'éducation sanitaire, tout simplement, qui servirait en termes de prévention de la compréhension, mais prévention toute simple, hein, il n'y a plus d'éducation sanitaire, on pourrait prévenir les infections urinaires, les IVG, faire un certain nombre de choses en ayant une meilleure connaissance de son corps, ça c'est une évidence, ça n'existe pas, ça va être d'autant plus capital de faire du deepfake. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le deepfake, c'est globalement de faire. Et les jeunes sont très maintenant sur une information. Je vois une vidéo, c'est vrai. Ben non, c'est pas parce que tu vois une vidéo que c'est vrai. Parce que je peux très bien prendre Laurent Grange qui est là, et puis avec du deepfake et des outils technologiques, lui faire dire autre chose qu'il n'a pas dit. Mais comme on a l'impression que l'outil technologique, que c'est lui, vous vous rendez compte un peu l'impact que ça pourrait avoir si vous prenez Macron dire l'inverse de ce qu'il a dit, Laurent Grange dire l'inverse de ce qu'il a dit. Donc cet outil est redoutable parce que dans un contexte où les gens ont de moins en moins de temps, croient tout ce qu'ils voient sur Instagram, etc., il y a toute une génération qui est comme ça et ça va être de la manipulation extrêmement délétère. L'autre chose, j'avais fait un édito sur Europe 1 à l'époque sur la viralité, vous savez, les pétitions et tout ça. Et on avait l'impression que parce que la pétition fait 1 million, 2 millions, c'est vrai. Maintenant, la pétition, elle peut être à côté de la plaque sur un sujet qui est faux ou sur une mauvaise argumentation. Et j'avais dit la viralité. Alors, la vérité, elle est géométrie variable et puis elle peut changer. Ça, je me méfie toujours de la censure et de la vérité, de la parole dogmatique, etc. Mais enfin, en tout cas, il y a des choses qui sont tellement énormes. Vous pouvez faire une pétition dessus, avoir 1 million de vues. C'est pas parce qu'il y a 1 million de vues de signatures qu'elle sera vraie. Elle sera toujours fausse. Merci beaucoup, Gérald. On va devoir malheureusement conclure parce qu'on pourra en parler encore des heures. Et puis, tu dois être un peu fatigué, donc on va te libérer aussi. Sandrine, je te laisse le mot de la fin avec Aline. Merci à tous. Merci à toi. Alors, merci à tous. J'allais dire encore une fois un module très très riche pour ces rencontres phares. Je pense que si j'avais un mot à retenir, c'est peut-être le mot complémentarité. Complémentarité parce que on a bien vu que c'est pas finalement que le débat ne se résume pas à être pour ou contre l'e-santé, mais que les deux ont une complémentarité. À la fois, e-santé a répondu aussi aux besoins de personnes qui ne pouvaient pas aller dans les hôpitaux faire de l'ETP. Et puis, on voit bien que quand on ne peut pas se déplacer, l'IETP, c'est quand même très utile. Et qu'on peut aussi beaucoup être très créatif et avoir aussi des échanges très, très riches, comme nous l'a expliqué le docteur Fabre. Et puis aussi, j'allais dire complémentarité, c'est un petit peu l'esprit de ces rencontres phares où c'est, j'allais dire, tous les acteurs en ETP, en rhumatologie, et dans les acteurs, il y a à la fois des professionnels de santé, des experts, des patients et des associations de patients, et je trouve que c'est, que c'est essentiel qu'on se retrouve tous de temps en temps pour justement essayer de faire avancer les choses et de réfléchir ensemble à toutes ces questions. Donc, merci beaucoup. Eh bien, un dernier petit mot pour clôturer ces rencontres phares, mais peut-être qu'on aura un petit bonus prochainement sur la chaîne Rencontres phares. Et puis surtout, pour toutes les personnes que vous connaissez autour de vous et à qui vous voudriez proposer de les voir, elles sont accessibles en replay, toutes les sessions qui ont eu lieu, tous les modules, et puis nos vidéos capsules aussi sont toujours à votre disposition et vont le rester. Alors, ces rencontres phares, ça a été une innovation de les faire en ligne et ça a demandé beaucoup de travail. Et donc, je ne peux pas clôturer sans remercier tous les intervenants. Donc, tout d'abord, tout notre comité d'organisation. On est un grand nombre de personnes professionnelles, représentants d'associations, à avoir participé à cette organisation. Donc, je remercie Laurence Carton de la FLAR, Clémence de Maison de l'UTEP de GH Nord Paris, Camille Drouet, coordinatrice ETP au CH d'Annecy, Janine-Sophie Giraudet, rhumatologue à Cochin, Laurent Grange ici présent, rhumatologue à Grenoble, Serge Perrault, rhumatologue médecin de la douleur à Cochin, Olivier Père, coordonnateur ETP et cadre de santé à Saint-Brieuc, Anne-Christine Rat, rhumatologue à Caen, Sandrine ici présente, secrétaire générale de l'association AFPERIC, Laurence Schuller, vice-présidente de l'association des sclérodermiques de France et Marie-Laure Tourneur, infirmière référente à Cochin.
Pour organiser tout ça, on a aussi eu des partenaires qui ont été excellents. L'association Ardvigo avec Valérie Tochon, que je remercie infiniment, et puis son président, mon chef de service, le professeur Pascal Richette, l'hôpital, l'institution hospitalière, Hello Asso qui nous a permis d'organiser les inscriptions, Shugai qui nous a donné des financements et nous a laissé le champ libre ensuite pour organiser tout cela en toute liberté. Et puis un mot spécial à Vasken Latik qui nous a fait quelque chose d'extraordinaire et qui s'est vraiment beaucoup investi. Donc merci infiniment. On espère pouvoir vous retrouver pour de prochaines rencontres phares. Peut-être qu'on trouvera effectivement, à l'issue de cette discussion, un système un peu mixte, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des moments de rencontres humaines magnifiques quand on allait au cloître de Cochin. Et en même temps, le côté replay, la possibilité de revenir à nos fondamentaux, nos petites vidéocapsules, c'était aussi des choses très sympas. Donc je pense qu'on peut trouver de la place pour tous les systèmes, pour partager ensemble autour de l'éducation thérapeutique en rhumatologie. Et surtout, je finis avec un grand merci à tous les intervenants qui nous ont tous fait des prestations vraiment de qualité, diversifiées et hyper stimulantes pour repartir à fond dans l'éducation thérapeutique dans les mois à venir. Merci à tout le monde et à bientôt peut-être pour de prochaines rencontres phares. Au revoir. Merci.